On continue donc le débat sur le financement public des candidats. Abel Clousset. Oui, j'aimerais donner une anecdote où j'aimerais taire la préfecture, mais c'est dans la région des Plateaux. J'étais il y a quelques mois là, quand je discutais avec les populations, et j'aimerais également taire certains responsables que j'ai rencontrés. Et la discussion a tourné, entre autres, autour des politiques publiques qui sont appliquées dans la région. Et finalement, j'ai demandé, d'après les députés, ils sont de quel parti? Ils m'ont dit, ils sont tous de ce parti. Non, de ce parti-là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que le député fait? On me dit, mais depuis qu'on l'a élu, il y a eux qui viennent quand il y a les décès qu'on sort, mais l'autre ne met plus ici. J'ai dit, vous allez encore les reconduire? Il me dit, mais que si c'est ce que le parti décide? Est-ce que le parti est avec vous dans l'isoloir? Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent rien parce que ce sont les aînés qui décident. Les aînés ne sont pas avec vous dans l'isoloir. Il va falloir que vous donnez une leçon à ces personnes-là. Quand vous faites chuter une ou deux personnes, les autres comprendront qu'ils ne recueillent pas le vote des moutons, excusez-moi l'expression, que ce sont des individus, des humains qui sont réfléchis, qui votent pour eux. Et là, je comprends pourquoi les partis politiques refusent, c'est mon avis encore une fois, refusent de faire de la formation civique, parce qu'ils sont en train de surfer sur l'ignorance de la plupart des populations. Quand on sait... Les populations ne sont pas ignorantes que ça. Hein? Non, je ne le dis pas. Mais combien savent que les députés doivent être à leur service? Parce que on a la culture du chef ici. Même si on a voté pour lui, c'est lui le chef. Et donc, ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut de nous. Et donc, il peut faire de nous ce qu'il veut. Et avec la formation, avec une certaine éducation civique, justement, on se rend compte qu'en réalité, je ne dis pas qu'ils sont ignorants. Non, quand j'ai dit ça avec plusieurs, presque sur tout l'étendue du territoire, je vois que, mais attention, quand on est à Lomé, c'est parce qu'on parle l'idée qu'on a de ces personnes-là qui sont vraies. Vous voyez, même celui qui va au champ, excusez-moi l'expression, tout ça, quand vous parlez de politique, vous restez bouche bée parce qu'il maîtrise la situation. Il est assez clair, même si ça ne se reflète pas dans les urnes, mais il est assez lucide, il sait pourquoi est-ce qu'il fait ce choix au lieu de ce choix. Et donc, pour revenir sur le financement des partis politiques, je m'en vais accuser, moi, l'État et non ces partis politiques. S'il y a l'obligation pour ces partis-là de rendre compte avec une cour constitutionnelle qui fonctionne, qui contrôle et qui sanctionne, je suis sûr que les partis se mettront à part, ou tout simplement s'ils refusent qu'on leur coupe ces financements-là et on verra comment ils vont se débrouiller. Et finalement, Pasteur Edo, toute la question repose sur la Cour constitutionnelle. C'est elle qui doit jouer son rôle. Oui, la Cour constitutionnelle. La Cour des comptes. La Cour des comptes, pardon. Je m'excuse auprès du juge Assouma. Oui, la Cour des comptes, justement, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent public aux gens et ne pas contrôler. Sinon, les gens vont en faire. Les gens vont en faire de ce qu'ils veulent. Alors qu'il y a un but pour lequel les fonds sont octroyés. Donc, c'est très important. Et cet aspect-là, si on l'occulte, je crois que on va jeter de l'argent par la fenêtre. Et là, ce qui est important, vous voyez, quand on parle de financement public et tout ce qu'on donne aux gens, vous prenez des candidats qui sont des directeurs généraux de sociétés, par exemple, dans ce pays. Mais eux, ce qu'on donne là, ça ne leur sert à rien du tout. Parce qu'eux, ils ont des moyens, ils peuvent se faire sur l'argent de l'État et faire leur campagne. C'est aussi cet aspect où en principe, prenez les directeurs généraux de sociétés d'État pour des candidats d'un parti politique. Là, c'est un peu difficile. Oui, moi, j'allais juste dire que, par exemple, lorsque nous prenons le cas de l'aide à la presse, l'aide de l'État à la presse, avant de postuler, il faut justifier de l'utilisation des fonds des précédents de l'année dernière. Et ça, c'est fondamental. Et là, si peut-être tu présentes de fausses factures, mais on peut te poursuivre. Donc, je crois que c'est ce qu'on doit également faire au niveau des partis politiques pour s'assurer qu'effectivement, quand il a eu les moyens, il a battu campagne, il a dépensé, il a fait des choses qui rentrent dans le cadre il peut lui en rester un peu quand même. Et sinon, moi, s'il lui en reste un peu, tant mieux. Mais au fait, il faudrait pas qu'il prenne et reste dans son coin là-bas et dit que c'est bon, lui ne va plus, et puis il va aller faire autre chose. C'est ça qui n'est pas bon. Non, je crois qu'on peut aller... on va écouter mais sur la question, il y avait eu une partie, on parlait du financement, les 200 millions, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas se unir? C'est que... Mais il faut dire que ce ne sont pas tous les partis qui ont, pas urgemment, mais qui ont une grande nécessité quant à ce financement-là. Un grand parti comme UNI n'a vraiment pas besoin de ce financement-là. Il y a quel parti qui dit qu'il n'a pas besoin un grand parti comme UNI n'a pas besoin de ce financement. L'ANC aussi, c'est un grand
J'en viens. Il suffit de voir une société d'État pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas dire que les ADD et consorts qui ont besoin de ces 4 millions, 5 millions qui reviendront à leur parti ou à leur liste pour pouvoir battre campagne. Ce sont des gens qui, excusez-moi, par semaine dépassent parfois plus que ça. Et donc, il y a également l'ANC qui, plus ou moins, puisque l'ANC n'est pas un parti au pouvoir, on ne peut pas dire qu'ils ont les mêmes ressources. Nous sommes en Afrique, on sait comment ça se passe. Donc, l'ANC n'a pas plus ou moins le même besoin comparativement à un parti comme Clé, par exemple, ou à d'autres partis qui vont... Ce n'est pas quand on prend le parti d'Agbeoumé Kodo avec le CV de son leader et puis tout ça, on ne peut pas dire que ce parti a un besoin urgent. Je n'ai pas dit que ce parti n'a pas besoin. Comme un indépendant, un inconnu qui est quelque part et puis tout ça. Et cela m'amène à dire qu'il va falloir quand même que, encore une fois, la Cour des comptes, si elle est effective, parce que même quand vous discutez, quand vous discutez avec les membres, j'ai discuté avec un membre de cette Cour qui est encore professeur à l'université, mais... il n'a pas les moyens, il n'a pas la matière. Oui, mais il a la matière, non, attention, c'est quelqu'un qui enseigne depuis les années 60. Sans l'appeler, je l'ai déjà indexé. Il enseigne depuis les années 60. Mais vous posez des questions sur l'effectivité. Cette cour-là est active. Il va falloir qu'on revoie le plafonnement des dépenses en période électorale. Parce que ça aussi, ça joue. Quand un parti dépense plusieurs millions, alors que les d'autres dépassent quelques points. Il faut justifier aussi. Les dépenses. Le second sujet sur le Togo, la coalition des 14 croit encore au report des législatives. On a écouté Brigitte Damagbo-Johnson sur RFI qui pense qu'il faut que les chefs d'État facilitateurs interviennent, ramènent le pouvoir à la raison pour que ces élections n'aient pas lieu. Gilbert Bahora lui a opposé une fin de non-recevoir Dominique Alizioù. Oui, mais c'est curieux qu'il demande un report parce que, au fait, dans toute leur stratégie, ils n'ont nulle part dans leur agenda d'aller aux élections. Ils veulent qu'on reporte pour aller où? Pour aller faire quoi ou bien pour faire quoi? Puisqu'ils ne sont pas... Parce que quand j'ai écouté Mme Adjamagbo dire il appelle la CEDEAO à intervenir, mais c'est qu'elle ne se respecte pas, si je peux le dire ainsi. Parce que, vous savez, ils sont déçus, et la commission de la CEDEAO et les facilitateurs. Mais vous savez, les 3 jours de recensement que le gouvernement a décidé entre-temps d'organiser, mais c'est sur intervention du facilitateur Alpha Condé, dont Jean-Pierre Farah a promis que si le siège de la place de l'UFC est conquis, eux, ils iront à ces élections. Mais ils ont besoin qu'on proroge de quelques jours pour le recensement. Et Alpha Condé a dit, bon, lui va mettre la pression sur le gouvernement pour le faire. Et on le fait. Ils obtiennent la place de l'UFC, à la CEDI, bien sûr. Et patati, ils disent, ils ne vont plus. Mais le facilitateur, selon mes informations, j'ai un confrère guinéen qui dit, mais il est tellement énervé contre Jean-Pierre Fabre, qui est pourtant son ami, que c'est comme il a dribblé, il s'est moqué de lui. Et je vous dis que quand ils ont refusé d'aller prêter serment, les représentants de la Cour, de la C14 à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez déjà envoyé une lettre pour demander à la commission de la CEDEAO d'organiser la réunion du comité de suivi et que ceux-ci ne leur ont pas répondu? Parce qu'ils ont trouvé aberrant de venir discuter de quoi? Puisque vous recusez le processus, vous ne voulez plus du processus. C'est à cause c'est leur revendication majeure, c'est que le fichier qu'on avait était mauvais. Et donc, il faut faire un nouveau fichier. La CEDEAO dit, d'accord, mais pour rassurer les protagonistes d'un fichier fiable, je vous envoie des experts qui vont suivre en amont et en aval le processus de recensement. Et en dehors de tout ça, là, il y aura des auditeurs pour qu'on puisse avoir un fichier consensuel. Et ça coûte à la commission. Ceux qui sont là, ils sont payés par la commission. Mais ils sont là, ils sont en train de travailler. Mais malgré toutes ces garanties, la coalition dit que je ne veux pas. Et j'entends des gens dire, oui, on nous a empêchés. On les a empêchés par rapport à quoi? Pasteur Edokomi, sur le sujet. C'est dommage. Non, sur le sujet, je crois qu'on ne peut pas jeter de l'opprobre sur la coalition pour avoir décidé qui que ce soit. Parce que, au fait, c'est mes informations, hein, donc je ne jette pas de l'opprobre sur eux. Je dis, selon moi, mes informations. Au fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
la feuille de route de la CEDEAO n'est pas respectée. La libération des prisonniers, ils sont là, ils sont en prison. Lis la feuille de route, qu'est-ce qu'on a dit à Non, ce laissez-le pasteur. Ils sont là. Mais qui nous éclaire? Laissez-le pasteur. Du cas par cas. Non, pas car on a dit que la justice, Oui, que le gouvernement œuvre. Cas par cas, c'est ça, non? On va y aller. Ah bon, tu es allé voir le magistère, il a dit qu'il dort sur le dossier. Ce qui se passe là-bas. Ah d'accord. Les réformes ne sont pas... Le ministre Bawara dit qu'il n'a écrit nulle part que les réformes devaient se faire avant les élections. C'est des conneries. Mais c'est pas écrit. Et toi, tu as lu ça, dis-nous. Puisque lui, il a dit des conneries. Là où tu as lu, c'est écrit. Dis-nous. Il ne faut pas dire des conneries, mais tu dois dire des conneries ici. Laisse-moi parler. Pasteur Edouard, allez-y. Mais nous tous les Togolais, et tout le monde, mais tu as traité tout à l'heure, Jamabo, dit responsable, tu as dit des choses ici tout à l'heure. Et j'ai démontré pourquoi. Toi, tu ne démontres pas pourquoi. Vous avez chacun d'entre vous promis, avant qu'on s'asseye ici, de laisser l'autre s'exprimer. Mais dire aujourd'hui que les réformes, il n'est écrit nulle part, que les réformes soient faites avant d'aller à ces élections-là, c'est irresponsable. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on traite les Togolais de la sorte, ce n'est pas normal. Et comment on l'appelle? Les mesures d'apaisement. Les compatriotes sont encore en prison. Quoi qu'on leur reproche, tout ce qu'on leur répond, on sait comment il est facile d'envoyer un militant de l'opposition en prison. On le sait. Par contre, il y avait des groupes d'autodéfense qui ont agi à visage découvert. Ils sont là, on ne leur a rien dit. Mais c'est ça. C'est de ça il s'agit les injustices. Et ça, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'il n'est dit nulle part et qu'il faut aller aux élections. Après, on aura le 4-5e et puis on va aller faire les réformes. Ce n'est pas normal. Et on s'en tient tellement au 20 décembre qui devient la date sacrée et il faut aller aux élections. Dans l'opposition, on doit toujours croire. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, des voix des religieux qui s'élèvent, des voix des parlementaires de la CEDEAO qui s'élèvent pour dire qu'il faut reporter. Et quand on le dit comme ça dans un pays, il faut quand même un pays normal. Quand des voix s'élèvent pour dire des choses à titre de prévention, il faut qu'on recule. Hein? Moi, je suis pour des initiatives qui unissent les Togolais, pas celles qui les divisent. Et le scrutin de 20 décembre est de nature à diviser davantage les Togolais et enfoncer une fois encore. Ceux qui pensent qu'après le 20, c'est fini pour la crise, ils se tombent. On peut se dire avec les partis, les acteurs politiques, mais il y a quand même un grand peuple qui est malheureux, qui est misérable, qui souffre, qui ne sait même pas à quel sens vouer, qui pourra prendre la suite de la vie. C'est les élections qui allaient la Abel Clousset, on a vu le porte-parole du gouvernement, le ministre Bawara, plein d'assurance, dire qu'il n'y aura pas de report. Mais la C14 y croit quand même. Mais moi, j'ai tout simplement parfois honte d'être Togolais. Il faut quitter. Tu fais quoi encore? Dominique, laissez Abel terminer. Non, je vais te laisser, mais quand tu as honte de ton pays, c'est pas grave, c'est scandaleux d'ailleurs. J'ai parfois honte. Il n'est pas le premier à le dire. D'être Togolais, dans la mesure où moi, j'ai l'impression que à cause de nos intérêts particuliers, on se verse dans les enfantillages et qu'on sort. Et on ne se respecte pas. Quand c'est comme ça, vous savez, quand vous êtes dans votre pays, vous ne savez rien, mais c'est quand vous sortez que vous voyez qu'on vous manque totalement du respect à cause du fait de vos dirigeants. Et pourtant, écoutez, les Togolais sont des gens, depuis des dizaines d'années, très instruits. On a été, excusez-moi l'expression, mais les premiers à fréquenter en Afrique de l'Ouest. On a eu à faire beaucoup de choses. On a formé beaucoup de choses. Et pour moi, c'est quand même très honteux. C'est quand même à la fois inconcevable que les acteurs politiques se comportent comme cela. Pour revenir à ce que M. Bawara, pour qui moi j'ai une grande admiration, a eu à dire, je me dis que M. Bawara a tout simplement décidé de faire de la politique politicienne, c'est-à-dire il fait fi de la honte et des revers pour poursuivre un objectif, pour poursuivre un but. Je me rappelle que M. Bawara disait ici que la CENI ne sera pas recomposée au moment où moi, simple citoyen qui n'a pas des moyens d'information, comme le disait que cette CENI-là sera recomposée. Au moment où on disait que l'UFC devait partir, M. Bawara disait le contraire. Quand moi, encore une fois, un citoyen qui n'avait pas ces informations, disait que l'UFC devait laisser, ne serait-ce que politiquement, sa place à ces personnes, mais il a également dit qu'il n'y aura pas de prolongation pour le recensement. Il y a eu
prolongation pour le recensement. Et tout porte à croire que quand M. Bawara dit quelque chose, il faut maintenant penser le contraire. Donc s'il dit qu'il n'y aura pas il y aura pas de report du 20 décembre, puisque c'est M. Bawara qui l'a dit, je commence par penser qu'un report est possible pour le 20 décembre. Puisque je finis par interpréter ces dires à contrario. Mais c'est tout simplement dommage que nous soyons à cette étape de choses. On a plusieurs fois organisé les élections dans ce pays. On sait tous que le problème du Togo, ce n'est pas un problème, en fait, qui sera résolu par ces genres d'élections-là. Parce qu'il y a des élections à la limite consensuelles, et on tombe dans des contestations de la mauvaise foi d'une partie ou des deux parties. Je ne vois pas comment est-ce que les élections non consensuelles vont régler un quelconque problème. Il est possible, parce que moi je suis de ceux qui croient que tous les acteurs, quel qu'en soit leur bord, ont ne serait-ce qu'un petit amour pour cette partie. Il est encore possible de se ressaisir pour penser non pas aux élections prochaines, mais aux générations futures. Dominique Alizio, si je veux poser la question sur ce qu'a dit Abel, c'est que le ministre Bawara, il a dit beaucoup de choses. On a vu le contraire arriver. Est-ce qu'il, peut-être dans cette situation, si Alpha Condé prenait son téléphone et appelait son homologue togolais, entre chefs d'État, ils peuvent s'entendre pour dire on reporte? Vous savez, je crois que tous les propos de Bawara, nous tous nous le suivons, nous l'écoutons. Bawara a dit la CENI ne sera jamais recomposée. Et elle n'a jamais été recomposée. Je ne sais pas à quel niveau on a recomposé la CENI. La feuille de route a bien dit de renforcer la CENI. Et c'est ce qui est le 8-8. Ce n'est pas une recomposition, mais c'est un renforcement. Bon, à moins que tu me démontres le contraire. Mais moi, c'était... Voilà, donc, Bawara avait... Certains membres qui étaient sont sortis. Mais lorsqu'on parle de renforcer, comment les autres peuvent rentrer sans que d'autres, ceux qui sont là, sortent? Alors, donc, la feuille de route aurait pu dire, on recompose la CENI. En tout cas, moi, la CENI n'est pas recomposée. Maintenant, comme va le recensement, je n'ai jamais entendu Bawara dire qu'on ne va jamais proroger le recensement. Nulle part. Puisqu'on a déjà, au cours dans la première zone, même dans la deuxième, on a toujours prolongé d'une journée. Alors je ne vois pas. Non, je ne vois pas le ministre dire que jamais cela. Mais je me rappelle que quand ils sont revenus de Conakry, il a dit qu'on leur demande de prolonger encore ou bien d'accorder encore des jours pour le recensement et eux, ils ne sont pas d'accord. Cela ne veut pas dire que ça ne peut jamais se faire. Donc il ne faut pas faire amalgame. Il faut bien suivre ce que les uns et les autres disent au lieu de venir ici dire que bon, l'autre, tu prends le contraire. Tant mieux. Si le contraire peut t'arranger, tu peux continuer. Mais je voudrais quand même que nous soyons tous raisonnables. Il a dit tantôt, les hommes d'église demandent de reporter, mais où étaient ces hommes d'église lorsque la coalition refuse, malgré tout ce qu'elle obtient? Elle a obtenu 8-8, elle a obtenu le départ de l'ANC, elle a obtenu le départ de l'UFC, elle a obtenu la recomposition d'un nouveau fichier électoral, donc elle a tout obtenu. La recomposition d'un nouveau fichier. Mais attends, le recensement, c'est quoi? C'est un nouveau fichier biométrique, préconisé prescrit par la feuille de route, avec des experts électoraux de la CEDEAO. Je n'invente rien. Alors, donc si, en ce moment, ces hommes-là n'ont pas trouvé utile d'aller vers eux, leur dire, mais ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Tous les Togolais ont besoin de vous. Allez à ce scrutin pour que nous sortions de la crise. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, quand ils disent, il n'y aura pas d'élection. Bon, c'est comme finalement, ils veulent affronter et l'État togolais et le peuple togolais. Puisque on ne peut pas, les députés sont en fin de mandat. Même s'il y a cet article 59 qui leur permet et 52 qui leur permet d'être là jusqu'à... Mais cela ne voudrait pas dire qu'on organise plus les élections au Togo. Et ça, ces hommes, Madame Tunkara qui a raconté sa vie. Mais chez lui, il y a la guerre. Il a eu la guerre. Mais si c'est le boycott... Attends, si c'est le boycott, fait que dans un pays doit... Laisse-moi parler. Je dis, si, ça ne veut pas... C'est le boycott. Le boycott fait brûler un pays. Mais le FPI en Côte d'Ivoire n'est pas allé aux élections, ni présidentielles, ni législatives, ni locales. La Côte d'Ivoire n'est pas morte. Merci Dominique. Donc arrêtez de faire propre. Si quelqu'un décide dans son coin, je ne veux pas si. Mais quand les enfants, on allait avoir des chars pour sortir la question des hommes de Dieu. On va écouter Abel d'abord. Oui, si
il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, le pays de la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, moi je pense que ça ne la décrédite pas. Au contraire, ça fait d'elle une personne à viser pour pouvoir avertir des gens sur des situations pouvant créer une guerre ou des situations qui peuvent découler du boycott d'un important parti politique de l'opposition. Puisqu'il a parlé également du FPI. Moi, je pense que il n'y a pas eu la guerre. Je pense que l'amour pour la patrie doit nous amener. Je pense que l'amour pour la patrie doit nous amener à des moments difficiles de la nation de faire fi des éloges à une personne ou de la volonté excessive de plaire à une personne. Moi, je serais à la place du ministre Bawara, je me méfierais de Dominique Alizou parce que je sais très bien que le ministre Bawara a dit qu'il n'y aura pas de section de rattrapage. Et le ministre Bawara ne souffre pas de schizophrénie, il a tout son sens. Et puis, voilà, il reconnaîtra qu'il a eu à dire ce genre de choses. Et quand quelqu'un vient dire, je n'ai pas dit ce que j'ai dit, et je sais très bien comment est cette personne, et je saurai quoi faire avec cette personne et quoi ne pas faire avec cette personne. D'accord, s'il vous plaît. C'est pour ça que Bawara doit se méfier de moi. Parce que toi, tu es venu mentir à ciel ouvert ici, et tu trouves qu'il doit t'applaudir. Qu'il t'applaudit, qu'il se méfie de moi. Les hommes de Dieu qui se prononcent, et vous l'avez dit là, ont l'impression, enfin, donnent l'impression d'épauler plus un camp que l'autre. Non, loin de là. Non, je crois que ce soit la conférence épiscopale, que ce soit les églises évangéliques et presbytériennes, ont toujours donné leur point de vue sur la situation politique depuis la crise. Et ils s'adressent toujours à tous les acteurs. Et maintenant, là où nous en sommes aujourd'hui, on se rappelle encore de 2005, au moment où les avocats et la conférence et ces hommes de Dieu là voulaient marcher pour aller à l'époque c'est le professeur qui était le président par intérim Abbas Bonfons. Vous vous rappelez encore de l'époque là, c'était pour dire que le moment n'était pas propice pour organiser les élections. On ne les a pas écoutés et la suite nous avons suivi la suite. Bon, donc ces danseurs, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de prophétiser le malheur sur le pays, mais le climat social, les tensions qu'on voit, les messages qui circulent un peu partout, donc ça les prédispose en tant que des hommes de Dieu, des hommes de paix, des hommes de justice, à dire aujourd'hui c'est le pouvoir qui est au front pour organiser les élections, c'est le gouvernement. Donc pour dire qu'un report est indispensable pour permettre l'inclusivité de ces... Parce que nous sommes en crise et pour sortir de cette crise, il faut qu'il y ait un caractère inclusif. Bon, mais maintenant, quand vous prenez le message de l'église évangélique et presbytérienne, le message disait qu'il faut reporter les législatives de quelques mois. Combien de mois suffirait pour régler la situation de report? Samuel, on a parlé de la révision, de revoir, de réformer la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui elle est faite? Non, c'est peut-être des détails. Combien de mois? Ils n'ont rien dit, ils ont juste dit quelques mois. C'est-à-dire le Parlement a déjà fini son mandat depuis plus de 4 mois. Quand vous prenez l'Ivoirienne, elle a dit quoi? Elle a dit mars, avril. Ça, c'est son nom. Les prélats, le prélat a dit quelques mois. Quelques mois, ce n'est pas précis. Mais quand même, il faut que là où nous en sommes aujourd'hui... Mais connaissant les caprices des politiques togolais, est-ce que vous pensez que même si on met les élections sur décembre 2019, on les fera? On sera le 31 juillet, le jour où les chefs d'État se sont réunis au Togo, le 20 décembre était possible si en amont il n'y a pas de politique il n'y a pas de dilatoire, pour retarder les choses, ce qui doit être fait, et que à la dernière minute on donne l'impression comme on est en train de le faire, mais on ne le fait pas. Donc le prélat, les religieux ont raison et c'est ça leur rôle. Ils n'épaulent personne et qu'on ne les taxe pas de proche d'un camp ou de l'autre. Dominique, si la paix du Togo dépend du report, pourquoi ne pas l'accepter? C'est pas de la mer à boire aussi. Vous savez, aujourd'hui, d'abord avant de terminer, je voudrais dire à mon ami Abel qui n'imagine pas que après cette émission, je vais prendre la route de la maison de Bawara pour aller espérer quoi que ce soit. Mais par contre, s'il fait 2 ou 3 jours, il verra Antoine Folie.
passer et rentrer. Non, ça je l'ai dit. Si vous ne le savez pas, je l'informe. Donc, prends ça. Le débat n'est pas... C'est pas une question d'Antoine. Je n'ai jamais mis pied C'est pas une question d'Antoine. Maintenant, je lui donne une information. C'est une information, vas-y vérifier. Maintenant, je reviens à ta question. Tu n'animes pas l'émission. D'accord, Dominique, prenez la parole. Je reviens à ta question. Vous savez, c'est quoi la paix? Qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix. Est-ce parce que, au nom de la paix, des gens décident de bloquer tout un pays en se disant, oui, nous sommes musclés, nous allons bloquer et que les autres doivent se soumettre à nos desiderata? C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes de Dieu en question, d'ailleurs, moi je ne sais pas si vous êtes des hommes de diable. En tout cas, moi, je suis homme de Dieu. Non, c'est une appellation. Mon frère, je dis, si tu es un homme de diable, ça fait que... C'est leur ministère, donc on le leur reconnaît comme ça. Mon frère, il n'y a même pas passé sur la tête. Maintenant, je te dis que il suffit de bout en bout le processus. Lorsqu'on a rendu public la feuille de route, ils étaient là. Quand le ministre, quand la CENI... Ils ont salué. Je dis, ils ont salué. Quand la CENI a invité... La C14 a envoyé ses membres. Et elle a dit non, que nous n'avons rien à foutre avec la CENI. Ok. Ils étaient là, ils ont suivi. Quand ils ont réclamé, qu'ils demandent 8-8, la commission se retrouve, le comité de suivi se retrouve le 23 septembre. Et le gouvernement dit qu'à cela ne tienne, prenez 8. Ils étaient là. Mais quand ils étaient encore exigés, qu'ils veulent la place de l'UFC, l'UFC avec qui ils étaient en 2013, en 2015, qu'ils veulent ça. Allez-y rapidement, ils étaient toujours là. Ces hommes-là ne sont pas allés leur dire, vous aussi, vous exagérez. Le pays n'a pas besoin de ça. Vous voulez des élections libres, crédibles, transparentes. C'est votre droit. Mais voilà que la CEDEAO est en train de vous aider à avoir un fichier électoral qui puisse être consensuel. Alors, allez-y. Ils se sont tus. Maintenant, quand ils se musclent et disent, nous n'allons pas. Maintenant, ils disent, vous non plus, vous ne pouvez pas tenir vos élections. Mais là, c'est grave. Soit le Togo reste là. La C14 décide, malgré sa minorité, de ce que ce pays doit faire. Dans ce cas, dites-moi si c'est possible. Parce qu'il y a un pouvoir qui est sorti d'une élection. Je dis, non, laisse-moi dire. Il n'a plus grand-chose. Donc, je disais, lorsque vous prenez la C14 et ses agissements, vous avez vu, ils ne veulent rien de bon pour ce pays. Et qui veut quelque chose de bon. Merci à vous aussi de nous avoir suivis.